y a maintenant 6 jours et 10 heures que la comète a été découverte. Et si vous vous réveillez un matin pour apprendre qu'une comète menace de percuter la Terre? Une comète avec une puissance destructrice suffisante pour anéantir une ville entière. Science-fiction, dites-vous? Pas nécessairement. Une comète surgissant de l'éclat aveuglant du Soleil ne nous laisserait que peu de temps pour réagir, et nous n'aurions nulle part où nous abriter. Paradoxalement, certains chercheurs pensent que ce sont des comètes qui, il y a plusieurs milliards d'années, ont déposé les germes de la vie sur notre planète. Riches en composés organiques et en eau, elles auraient apporté sur Terre des éléments fondamentaux créés à l'intérieur des étoiles. Les comètes seraient donc à la fois créatrices et destructrices, et nous ne serions nous-mêmes en fait que de la poussière d'étoiles. C'est un phénomène naturel d'une violence inouïe et qui dépasse l'imagination. L'impact d'une comète de taille seulement moyenne aurait des conséquences bien pires qu'une tornade, un tremblement de terre et une éruption volcanique réunies. Le ciel s'obscurcirait, des villes entières seraient rasées et des forêts brûlées. De la roche fondue mitraillerait la terre et des pluies acides retomberaient sur toute la surface du globe. Le nombre de victimes serait inimaginable. Bien qu'il y ait peu de risques que cela se produise de notre vivant, les scientifiques affirment que la Terre se trouve au beau milieu d'un stand de tir cosmique et que tôt ou tard, nous serons frappés par un astéroïde pierreux ou une comète de glace. Bien sûr, la Terre est bombardée quotidiennement par des objets cosmiques. Il y a environ une centaine de tonnes de matière qui s'abat sur Terre chaque année. Mais c'est presque entièrement sous forme de poussière. Des particules plus grosses, disons de la taille d'une balle de tennis, il en tombe tous les jours. De la taille d'un ballon de basket, tous les jours aussi. De la taille d'une maison, c'est assez rare, une fois par an peut-être. En fait, plus un objet est gros, plus la fréquence à laquelle la Terre est frappée diminue. Des objets de la taille d'une petite ville ne percutent la Terre qu'à plusieurs millions d'années d'intervalle, heureusement. Il est donc possible que la Terre soit de nouveau frappée, mais il y a très peu de risques qu'elle le soit par quelque chose qui réussisse à traverser l'atmosphère pour causer des dégâts importants. Allez dire ça aux dinosaures. Eux dont on pense qu'ils ont tous été exterminés par l'impact d'une comète ou d'un petit astéroïde. On a retrouvé des traces de cette catastrophe dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Enfoui sous 1000 mètres de sédiments côtiers, un cratère d'un diamètre de 200 km a été découvert. Il semble avoir été creusé par un corps de seulement 10 km de large. L'impact a projeté dans l'atmosphère une immense gerbe de roches fondues qui est ensuite retombée sur toute la surface terrestre en une véritable pluie de feu. En fait, en ce qui concerne l'impact qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, ce qui a eu les plus grandes conséquences et a tué les plantes et les animaux, ce sont les retombées de matière incandescente qui ont mis le feu aux forêts et aux prairies dans un incendie à l'échelle planétaire. Je pourrais presque sérieusement dire que si on veut vraiment évaluer le temps qu'il a fallu aux dinosaures pour disparaître, la réponse est probablement environ 20 minutes. Le temps nécessaire pour que cette onde de chaleur carbonise tous les dinosaures qui vivaient sur la terre ferme. Ce nuage apocalyptique s'accompagnait pourtant d'une lueur d'espoir. L'extinction des dinosaures a en effet ouvert la voie à de nouvelles niches biologiques. Un autre groupe de créatures avait désormais sa chance. De petits animaux jusque-là passés inaperçus, les mammifères. Une fois les dinosaures disparus, ils commencèrent à se diversifier et au fil de l'évolution, une branche de mammifères donna naissance à notre espèce. En un sens, la comète tueuse qui a dévasté la Terre il y a 65 millions d'années a indirectement permis l'apparition de la vie humaine.
Les chercheurs se demandent si les comètes n'ont pas joué ce double rôle, à la fois destructeur et créateur, à de nombreuses reprises par le passé. Il est presque certain qu'en percutant la Terre, des comètes et des astéroïdes ont souvent perturbé le cours de l'évolution. En fait, lorsque les planètes étaient très jeunes, il y avait beaucoup plus de comètes qu'aujourd'hui. Où sont-elles donc toutes parties ? Plusieurs milliers d'entre elles ont été balayées en chemin par la Terre, comme de vulgaires insectes sur un pare-brise. Selon une remarquable théorie, formulée il y a des dizaines d'années, mais qui commence seulement à s'imposer, lors de ces collisions, les comètes auraient apporté sur Terre d'énormes quantités de glace et de molécules à base de carbone. L'eau et le carbone sont essentiels pour l'apparition d'organismes vivants, et certains astronomes sont convaincus que les comètes ont joué le rôle de coursiers de l'espace pour déposer les germes de la vie sur une planète stérile. Ironiquement, les comètes ont aussi le pouvoir de reprendre cette vie. Région de la rivière Tunguska en Russie. Dans la matinée du 30 juin 1908, une petite comète ou un petit astéroïde a effacé 2000 km² de la forêt sibérienne. D'après des témoins oculaires, une boule de feu aussi brillante que le soleil a traversé le ciel. De la taille d'un immeuble, le missile cosmique a dû se vaporiser avant d'atteindre le sol car ni cratère ni débris n'ont jamais été retrouvés. Cependant, la force de la détonation a suffi pour briser des arbres comme s'il s'était agi d'allumettes. Des fenêtres ont tremblé à 800 km de là, et un bang supersonique s'est fait entendre à des milliers de kilomètres dans toutes les directions. L'onde de choc a été enregistrée sur les sismographes du monde entier, parcourant 2 fois la surface du globe. Bien que beaucoup d'animaux sauvages aient été brûlés vifs, les pertes en vie humaine ont été minimes. Mais il s'en est fallu de peu. Si l'objet avait percuté la surface terrestre quelques heures plus tard, il aurait rayé de la carte non pas les forêts de Tunguska, mais les immeubles de Saint-Pétersbourg. L'instinct de conservation est sans doute l'une des meilleures raisons que nous ayons de mieux connaître les comètes. À la différence des orbites d'astéroïdes, qui sont assez similaires à celles des planètes, les orbites de comètes peuvent couper la trajectoire de la Terre sous n'importe quel angle. Les comètes peuvent donc foncer sur nous de n'importe quelle direction. Et comme cela a été le cas à Tunguska, il arrive qu'elles se dissimulent derrière l'éclat du Soleil. Autrement dit, elles peuvent nous prendre à l'improviste. Les comètes, c'est vraiment la grande inconnue. Alors que nous pouvons détecter des astéroïdes des années avant l'impact prévu avec la Terre et tenter de faire quelque chose, les comètes nous prennent par surprise. Elles peuvent nous prendre au dépourvu parce qu'elles viennent du système solaire extérieur et qu'on les détecte seulement quand elles commencent à vaporiser leur glace, c'est-à-dire largement à l'intérieur de l'orbite de Jupiter. Donc, alors qu'avec les astéroïdes, on a des années pour se préparer à une collision et qu'on peut les dévier facilement, avec une comète, on parle en semaines. L'homme a toujours eu peur des comètes. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote a écrit qu'il fallait les considérer comme des messagers divins, en général de très mauvais augure. Depuis, les comètes ont été rendues responsables de catastrophes diverses, telles que l'éruption du Vésuve, les épidémies de peste et même les ravages d'Attila. Les comètes se matérialisent littéralement du jour au lendemain, une particularité qui déconcertait les astronomes d'antan. Aujourd'hui, leur comportement imprévisible ravit les spécialistes comme David Levy. L'une des raisons pour lesquelles j'aime les comètes et que j'aime les traquer, c'est que les comètes font partie de notre culture quasiment depuis l'aube de la civilisation. Avant l'ère moderne, les comètes brillantes étaient considérées comme de mauvais présages. La raison en est qu'on ne s'attendait pas à les voir. Or, les souverains, princes, rois et reines, étaient censés contrôler la terre, la mer et le ciel. Donc, si une comète brillante ou une supernova apparaissait, ça montrait qu'ils ne contrôlaient pas le ciel, puisqu'ils ne l'avaient pas prévu. Dans l'Angleterre du Moyen Âge, la réputation des comètes en tant que présage funeste était bien établie. Aussi, les rumeurs allèrent bon train lorsqu'au printemps de l'année 1066, un objet fantomatique apparut dans le ciel. Le roi Harold et Guillaume le Conquérant étaient sur le point de s'affronter à la bataille de Hastings et tous deux considérèrent la comète comme un signe des cieux. Le présage s'avéra fatal pour Harold puisqu'il perdit à la fois la bataille et la vie. Des années après, la conquête normande fut représentée sur la célèbre tapisserie de Bayeux.
Le messager céleste y figure en bonne place, et une inscription latine souligne son caractère inquiétant. Il regarde l'étoile avec effroi. 7 siècles plus tard, l'objet fut nommé comète de Halley, en l'honneur de l'astronome anglais Edmund Halley. Dès 1705, celui-ci, se basant sur la nouvelle théorie de la gravitation d'Isaac Newton, avait en effet affirmé avec audace que certaines comètes brillantes observées au cours des derniers siècles n'étaient en fait qu'un seul et même objet, un visiteur cosmique qui un jour ferait son retour. Edmund Halley a fait un travail mathématique remarquable qui lui a permis de démontrer qu'une seule et même comète était apparue tous les 76 ans environ. Il a littéralement dompté ces chevaux sauvages qu'on appelle des comètes, et de ce fait, nous les comprenons bien mieux aujourd'hui. La boucle est bouclée en beauté. Peut-être sont-elles vraiment aussi inquiétantes qu'on le pensait autrefois? Car à chaque fois que nous voyons une comète brillante dans le ciel, il y a toujours un risque qu'elle ou une de ses sœurs entre en collision avec la Terre et apporte la famine, la peste et tout ce que les anciens craignaient. Les collisions avec une comète sont extrêmement rares. Qui aurait pu penser que nous aurions l'occasion de voir un tel impact de notre vivant? Fort heureusement, c'était sur la planète d'à côté. L'observatoire du mont Palomar, en Californie du Sud. Pendant près de 30 ans, ce site a abrité le plus grand télescope au monde, le réflecteur Hale, avec un miroir de plus de 5 mètres de diamètre. Mais juste à côté, se trouve un autre télescope, plus petit et bien moins célèbre. Et c'est celui qu'ont utilisé Gene et Caroline Shoemaker et David Levy pour chercher des comètes au cours des années 90. Ils en ont trouvé un certain nombre, mais en mars 1993, leur 9e découverte est entrée dans l'histoire. Dès le début, la comète Shoemaker-Levy 9, ou SL9, s'est révélée extraordinaire. Des photographies ont montré qu'elle était segmentée comme des perles sur un fil. Et au mois de mai de la même année, les scientifiques ont réalisé que ce chapelet de comètes allait percuter Jupiter. Dans toute l'histoire de notre civilisation, on n'avait jamais vu d'impact d'une comète sur une planète. Et là, on allait le voir. Ça allait se passer juste devant nos yeux. Cette journée du 22 mai 1993, où la collision imminente a été annoncée, a marqué le début de la période la plus fascinante de ma vie, et d'une des périodes les plus fascinantes pour l'astronomie depuis l'invention du télescope. Malgré sa fin spectaculaire, Shoemaker-Levy 9 a eu des débuts modestes. Comme toutes les comètes, on peut se la représenter comme une sorte d'iceberg de l'espace. En termes de taille et de forme, le noyau d'une comète est comparable à un petit astéroïde, à une différence près. Un astéroïde se compose de roches et de métal. Quelle que soit la température à laquelle on le porte, il n'aura jamais de queue. En revanche, les gaz et la glace contenus à l'intérieur d'une comète sont si volatiles qu'une métamorphose unique se produit lors de son voyage dans le système solaire. Métamorphose déclenchée par la chaleur. Lorsqu'elle pénètre à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, la comète commence à ressentir la chaleur du Soleil. La boule de glace inerte, minuscule corps solide, se métamorphose alors en un objet spectral et immensément grand. En fait, la partie solide, appelée noyau, est toujours là, irrégulière, ballottée et enfouie dans une tempête de poussière et de glace. On pense que le noyau d'une comète est un agglomérat poreux de blocs de glace qui, à en juger par l'exemple de Shoemaker-Levy 9, se brise facilement. La matière éjectée du noyau se fragmente en grains microscopiques. Ces minuscules particules, soudain libérées après avoir été conservées dans la glace pendant des éternités, seraient des vestiges à l'état brut de la nébuleuse originelle qui a formé notre système solaire. C'est dangereux par ici. La montagne de glace devient le théâtre de spectaculaires jets d'eau lorsqu'elle se rapproche du Soleil. De gigantesques colonnes de gaz et d'eau jaillissent à travers de profondes fissures qui parsèment la surface. L'objet libère aussi des gaz délétères, comme du monoxyde de carbone et du cyanogène. Les comètes sont également les reines des régimes amaigrissants.
Pendant une brève période, à l'apogée de son activité en mars 1997, la comète Hale-Bopp évacuait 130 tonnes d'eau et 1000 tonnes de poussière par seconde. Heureusement, il s'agissait d'un spécimen exceptionnellement grand. Avec un noyau qui fait environ 3 fois la taille de l'Everest, Hale-Bopp peut survivre à des centaines de voyages autour du Soleil. Au printemps 1996, les geysers de la comète Hyakutake ont expulsé en spirale dans l'atmosphère des gerbes de matière, un peu comme un arroseur automatique. Le mélange de poussière et de gaz ainsi rejeté a commencé par former une traînée translucide de milliers de kilomètres de diamètre. Puis ce nuage s'est étiré en une queue vaporeuse de dizaines de millions de kilomètres de long. Quand on observe une comète dans le ciel, en fait, c'est un concentré de vide. Le vrai noyau de la comète est en général trop petit, trop éloigné pour qu'on le voie directement. Ce que nous pouvons distinguer, c'est la matière perdue par la comète. Ces créatures éthérées ne survivent jamais à des rencontres avec une planète. Ainsi, l'infortuné Shoemaker-Levy 9 s'était un peu trop approché de Jupiter dans les années 70. Sous l'action de la force de marée jovienne, SL9 se déforma et finit par éclater en une vingtaine de fragments de plus d'1 kilomètre de diamètre. Et lorsqu'en juillet 1994, ces fragments glacés ont percuté Jupiter, les impacts ont dévasté des zones incroyablement étendues de son atmosphère. Les astronomes en ont alors tiré des conclusions peu réjouissantes quant à l'avenir de notre propre planète. À mon avis, la principale leçon à retenir de l'impact des noyaux de Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter, c'est les énormes nuages sombres qui se sont formés. Ils ont atteint des diamètres supérieurs à celui de la Terre en 1 heure et demie. Et les plus grands de ces nuages ont été créés par des corps qui ne dépassaient probablement pas 700 ou 800 mètres de diamètre. Plus de 90% de la lumière du Soleil a été absorbée par ces nuages, qui par ailleurs se sont maintenus très longtemps. Sur l'immense surface de Jupiter, ils se sont dispersés avec le temps. Mais malgré cela, ces nuages sont restés sombres pendant des mois. Donc la leçon à retenir, c'est que si le même genre de nuages se forme suite à un impact de comète dans l'atmosphère terrestre, on peut s'attendre à ce que la Terre soit plongée dans l'obscurité pendant des mois. Une question qui mériterait d'être tirée au clair. Toutes les comètes laissent-elles des marques lorsqu'elles s'écrasent dans l'atmosphère d'une planète? Et une comète causerait-elle les mêmes marques sur Terre et sur Jupiter? Difficile d'imaginer une réponse à ces interrogations qui ne soit pas traumatisante. Quoi qu'il en soit, la violente collision mettant en cause Jupiter nous a donné de précieux éléments d'information. En 1994, quand nous avons observé l'impact des fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter, nous avons vu le même type d'effets environnementaux qui pourraient se produire sur Terre. D'abord, il y a eu l'explosion elle-même, des milliers, voire des millions de mégatonnes d'énergie. Deuxièmement, sur Jupiter, nous avons vu des vagues se propager à partir du point d'impact. Sur Terre, par analogie, si l'impact se produisait dans l'océan, nous aurions des tsunamis géants. Un gros impact dans le Pacifique pourrait former des vagues de 30 mètres de haut qui iraient frapper toutes les côtes de l'océan Pacifique. Troisièmement, à chaque impact sur Jupiter, il y a eu un panache de matière étonnamment brillant qui s'est élevé au-dessus de la planète, pour retomber à la surface 15 ou 20 minutes plus tard. Ce que les astronomes appellent l'événement principal a été non pas l'explosion liée à l'impact, mais la retombée de ce panache, qui a provoqué un réchauffement de l'atmosphère et une onde de radiation thermique infrarouge. Sur Terre, la même chose pourrait se produire sur toute la planète. Peut-être d'ailleurs s'est-elle déjà produite. L'extinction massive d'il y a 65 millions d'années pourrait avoir été causée par une pluie de roches fondues déclenchant un incendie planétaire. On peut aussi imaginer un scénario moins violent, dans lequel un immense nuage de poussière aurait empêché la photosynthèse, causant de ce fait une rupture de la chaîne alimentaire. Les scientifiques sont toujours à la recherche d'indices pour découvrir ce qui s'est réellement passé. En attendant, ils continuent de se demander si c'est une comète ou un astéroïde qui a mis un terme à l'ère du Crétacé. La même question se pose d'ailleurs pour l'objet qui a explosé au-dessus de la Sibérie il y a moins d'1 siècle, même si pour les victimes, cela ne fait pas grande différence. Bien que les comètes ne soient que des boules de neige cosmiques, elles peuvent pénétrer dans notre atmosphère à plus de 200 000 km/h, soit plus de 100 fois la vitesse du son. Un corps aussi massif, lancé à une telle vitesse, représente une quantité d'énergie impressionnante. Cependant, les comètes peuvent se révéler plus créatrices que destructrices.
Des observations récentes ont montré qu'elles sont très riches en molécules organiques. D'énormes quantités de cette semence céleste étant tombées sur Terre dans un passé reculé, on peut se poser la question suivante. Les comètes sont-elles à l'origine de la vie humaine ? Lorsque Shoemaker-Levy 9 a percuté Jupiter, cela a mis en lumière certes les tendances destructrices des comètes, mais aussi leur talent créatif. Les fragments sont tombés à une vitesse d'environ 60 km/s, soit 200 fois la vitesse de croisière d'un avion de ligne. Et en analysant les sites d'impact, les astronomes ont vite découvert une substance familière, de l'eau. Cette eau provenait-elle de la comète? Pas vraiment. De Jupiter? Pas vraiment. Des éléments qui contenaient de l'hydrogène et de l'oxygène se sont combinés à cause de la force et de la chaleur de l'impact pour donner de l'eau. Quelle histoire incroyable! On regardait à travers des télescopes et la nature nous montrait comment elle fonctionne. Des processus similaires ont peut-être été déterminants pour le développement de notre propre monde. La Terre et toutes les autres planètes se sont formées à partir d'un nuage interstellaire de poussière et de gaz il y a environ 4,5 milliards d'années. Elles se sont constituées par un processus d'accrétion, à mesure que d'innombrables petits objets se percutaient et s'aggloméraient. Mais même après sa formation, la Terre a continué à être frappée par des débris. Il s'agissait essentiellement d'astéroïdes et de comètes, de la roche et de la glace provenant de la phase principale de constitution des planètes. Il est possible que ce bombardement ait dispersé les éléments organiques alors présents sur Terre, du moins une grande partie de ceux-ci. Notre planète était probablement chaude, stérile et dépourvue d'eau durant les premières centaines de millions d'années de son existence. Enfin, il y a 3,8 milliards d'années environ, le gros du bombardement a pris fin, mais de nombreuses comètes frôlaient toujours la Terre. À l'époque, par une nuit dégagée normale, là je cherche des comètes et je n'en ai pas trouvé une en 5 ans, mais à cette époque, j'aurais vu passer une comète toutes les 10 minutes. Le ciel en aurait été rempli. Il y aurait eu au moins 5 ou 6 grosses comètes brillantes dans le ciel et des centaines visibles au télescope. Et à un intervalle d'environ 1 siècle, elles se sont écrasées l'une après l'autre sur la Terre, en apportant les éléments de la vie. L'alphabet de base de la vie, C, H, O et N, carbone, hydrogène, oxygène et azote. Ces 4 éléments qui sont restés inactifs pendant d'innombrables millions d'années ont finalement formé des protéines, ensuite de l'ARN, et un jour, comme par magie, elles se sont transformées en ADN. Et avec l'ADN, la photocopieuse est prête. Il y a de la vie qui peut se reproduire de façon fiable, et donc, il y a la vie. On ignore la quantité de soupe organique qui a ainsi été déposée il y a si longtemps, mais ce dont nous sommes certains, c'est que 4 milliards d'années après que ces graines de vie ont pris racine, les humains ont pris racine à leur tour. À l'orée du nouveau millénaire, l'une des découvertes les plus fascinantes que nous a apporté la science est que nous sommes bien les enfants des comètes. La collision de Shoemaker-Levy 9 a été un moment décisif pour la compréhension de notre héritage. Là, nous sommes assis dans le calme de ce magnifique désert, avec des arbres en fleurs et des formes de vie. Il y a des cactus, il y a nous, il y a des rats du désert, des chevaux, il y a des tas de choses. Le spectacle de la vie sur cette planète a commencé grâce à des comètes qui ont percuté la Terre il y a des milliards d'années. L'hypothèse des graines de vie issues des comètes est controversée, même parmi les experts. Combien d'éléments nécessaires à la vie étaient présents dès la formation de la Terre et combien ont dû être livrés en express? Nous l'ignorons. Une grande partie de ce que nous appelons l'espace vide est en réalité rempli de nuages très diffus de poussière et de gaz. Or, ce mélange nommé milieu interstellaire s'est révélé être composé d'éléments bien plus divers que ce que l'on pensait. Il y a encore quelques décennies, les astronomes estimaient que ces gaz étaient simplement de l'hydrogène et de l'hélium, et cette poussière quelque chose comme de la poudre d'astéroïdes pulvérisée. Puis nous avons appris qu'il y avait des manifestations de chimie organique dans les profondeurs glacées de l'espace profond. Et ce fut un choc.
Nos observations nous ont permis d'établir que les comètes portent en elles les mêmes éléments bruts et la même chimie organique que ceux détectés dans le milieu interstellaire. Ce sont donc bien elles qui ont dû apporter ces substances potentiellement fertiles sur Terre. Certains chercheurs ont poussé le raisonnement encore plus loin. Si la vie a commencé à partir des molécules complexes qui existent dans l'espace, alors il est possible qu'il y ait à l'intérieur des comètes des virus ou même des bactéries. Si c'est le cas, ces bactéries pourraient sauter au passage sur la Terre, chaque fois que notre planète passe à travers la queue d'une comète. Pas étonnant que ces spectres célestes nous fascinent tant. Au point que certains leur font même la chasse. Aujourd'hui, la majorité des nouvelles comètes sont découvertes par des télescopes robotisés qui balaient le ciel sans intervention humaine. Mais quelques passionnés, comme David Levy, qui observe depuis son jardin près de Tucson dans l'Arizona, continuent à chercher des comètes de façon traditionnelle, pour le plaisir. Je me prépare pour une soirée de chasse à la comète. Ce télescope de 40 cm de diamètre s'appelle Miranda. La dernière comète que j'ai découverte remonte à 5 ans. À chaque fois que j'en trouve une, je fais inscrire le nom de la comète, l'année et la date de la découverte sur une petite plaque ici. C'est un peu le livre d'or du télescope. Le 15 avril 1994, c'est la dernière plaque. Et il y a une place pour la prochaine que je ne trouverai peut-être jamais. Ou que je trouverai peut-être ce soir. Je ne sais pas, mais j'aime faire ça. Lorsqu'on voit les noms des dernières comètes brillantes découvertes, on croirait lire la liste des passagers d'un vol international. La comète Ikea-Seki a traversé le ciel à l'automne 1965. La comète Bennett était une flèche d'argent par une nuit du printemps 1970. La comète West est apparue un matin de 1976. La comète de Halley est restée visible pendant des mois à partir de l'automne 1985. La comète Hyakutake est passée près de la Terre en mars 1996 et la comète Hale-Bopp a illuminé le ciel nocturne l'année d'après. Les scientifiques s'interrogent sur la provenance de toutes ces comètes. Il semble qu'elles se soient constituées en deux groupes distincts il y a 4 milliards d'années environ. Dans un premier cas, les forces gravitationnelles de planètes gazeuses géantes comme Jupiter ont radicalement modifié l'orbite de millions de comètes. Celles qui n'ont pas percuté de planètes ont été soit rejetées complètement en dehors du système planétaire, soit propulsées très loin vers les régions extérieures où elles ont élu domicile dans un immense volume d'espace que nous appelons le nuage d'Oort. Le nuage d'Oort s'étend très loin en direction des étoiles les plus proches, et la poussée gravitationnelle d'une étoile voisine peut suffire à déloger une comète du nuage et l'envoyer lentement en direction du Soleil. Des siècles plus tard, la comète tourne autour du Soleil et repart vers l'abîme. En fait, les petits corps de glace du nuage d'Oort ne viennent nous rendre visite qu'une seule fois. Elles ne reviendront pas avant des dizaines de milliers d'années. La deuxième source de comètes serait la ceinture de Kuiper, une zone en forme d'anneau plat au-delà de Neptune. Bien qu'elle soit plus proche de nous que le nuage d'Oort, la ceinture de Kuiper est particulièrement intéressante parce qu'elle abrite les vestiges les mieux conservés de la formation planétaire. Sans la présence de planètes géantes dans la région pour les absorber ou les éjecter, la plupart des objets de Kuiper n'ont en effet subi aucune perturbation depuis leur création. Cependant, il arrive que des objets de Kuiper tombent en direction du Soleil, et tôt ou tard, un corps brillant devient visible à partir de la Terre. En général, une comète de la ceinture de Kuiper décrit une orbite extrêmement allongée et revient dans notre voisinage tous les 200 ou 300 ans. La comète de Halley, qui nous rend visite assez régulièrement, provient de la ceinture de Kuiper. La comète Hale-Bopp, quant à elle, vient du nuage d'Oort et nous ne la reverrons pas avant très longtemps. Il doit y avoir des millions et des millions de comètes dans le nuage d'Oort. Et quelques-unes seulement ont l'occasion de venir nous voir. Et il se produit la même chose dans la ceinture de Kuiper. Une comète peut soudain être perturbée et elle commence à se rapprocher un peu. Et puis ces comètes vont faire le tour du Soleil et revenir et refaire à nouveau un tour en décrivant de grandes et longues orbites.
Et souvent, elles vont rencontrer Jupiter à plusieurs reprises, et leur période changera. Elle passera à quelques centaines d'années, puis à 50, et puis à 5 ou 6 ans peut-être. Il y a une comète nommée Encke qui passe tous les 3 ou 4 ans, donc elle est presque toujours présente. Les chercheurs attendent avec impatience l'ère où des sondes spatiales pourront examiner un grand nombre de comètes à courte période. De fait, un robot de la NASA a déjà entamé un voyage qui devrait l'amener à moins de 150 km d'une comète. La mission a été baptisée Stardust, poussière d'étoiles. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, moteur principal lancé, 0. Décollage de la sonde Stardust, qui doit rapporter une capsule témoin des éléments de la formation de notre système solaire. Le 7 février 1999, un robot nommé Stardust a quitté la rampe de lancement de Cap Canaveral en Floride. Prévue pour durer 7 ans, la mission a pour objectif un petit objet peu connu, une comète nommée Wild 2. Les 4 propulseurs au propergol solide ont été largués. La comète Wild constitue un bon objet d'étude, car elle n'est éloignée que de 400 millions de kilomètres environ, autant dire une faible distance à l'échelle interplanétaire. Mais un autre facteur la rend intéressante aux yeux des scientifiques. Pendant plusieurs milliards d'années, la comète Wild, un objet de la ceinture de Kuiper, est en effet restée gelée dans le système solaire extérieur. Puis en 1974, elle s'est rapprochée de Jupiter et a reçu une poussée gravitationnelle qui a réduit la taille de son orbite. Cette nouvelle trajectoire orbitale allait l'amener près du Soleil, à moins de 236 millions de kilomètres tous les 6,4 ans. En 1978, la comète s'est suffisamment approchée de la Terre pour que le Suisse Paul Wild puisse la repérer avec son télescope. Après quelques calculs, les astronomes ont réalisé qu'il avait découvert une boule de glace parfaitement conservée qui ressentait la chaleur du Soleil pour la première fois. Des années plus tard, l'idée de la mission Stardust a germé dans l'esprit de scientifiques qui voulaient observer une comète non pas avec un télescope, mais avec un microscope. Le projet consiste à envoyer une sonde vers une comète afin d'y recueillir des échantillons et de rapporter ces éléments sur Terre pour une analyse en laboratoire. La comète Wild a été choisie pour cible car Kenneth Atkins, le directeur de la mission, est conscient du fait que celle-ci représente une occasion exceptionnelle d'examiner un témoin cosmique qui dérive dans le système solaire depuis plus de 4 milliards d'années. On est prêt pour le briefing de vol? Oui, dans 15 minutes. Il sait également que le succès de la mission dépend de la capacité de son équipe à maintenir le contact avec la sonde. Là, on est à plus de 30 millions de kilomètres de la Terre, c'est ça? Imagine le temps pour venir bosser. Il dit que ça fait loin pour venir travailler. Quelque part à 30 millions de kilomètres de la Terre. Et on va à combien maintenant? 110 000 km/h? Oui. Je crois qu'on commence à ralentir un peu. Oui, puisqu'on s'éloigne de la Terre, c'est normal. Parfait. Stardust est une grande première par bien des aspects. C'est la première mission américaine vers une comète et c'est la première fois depuis Apollo que la NASA va tenter de rapporter des échantillons extraterrestres. Les chercheurs sont impatients d'étudier la poussière récemment libérée de la comète. Les instruments scientifiques de la mission Stardust tiennent dans une sonde de la taille d'un petit bureau. La sonde reçoit une grande partie de sa poussée, non de coûteuses fusées, mais d'une trajectoire calculée avec soin pour l'amener à frôler la Terre. Cette technique, dite d'assistance gravitationnelle, permet de modifier la direction et la vitesse de la sonde sans utiliser de carburant. Après avoir décollé au début de 1999, Stardust est revenu vers la Terre en 2001 pour recevoir la poussée gravitationnelle qui l'a propulsée en direction de la comète. Ayant énormément accéléré, elle devrait couper l'orbite de Wild 2 le 2 janvier 2004, avec un peu d'avance sur la comète. Celle-ci doublera alors la sonde et passera en son point le plus proche à 150 km d'elle. Au cours de ce bref rapprochement, Stardust va tenter de recueillir des particules de glace plus fines que le diamètre d'un cheveu humain, d'infiniment petits grains de poussière d'étoiles.
Volant autour de la sonde à une vitesse de 22 000 km/h, les particules seront capturées par un matériau amortisseur nommé aérogel. Évoquant une éponge, l'aérogel est un type spécial de verre mousse, si léger qu'il est à peine visible. L'aérogel est un matériau extrêmement bizarre. C'est ce qui se rapproche le plus du vide. En fait, c'est composé à 99,9% de rien. Et le reste, c'est du gel de silice. On dirait de la fumée solide. On peut voir à travers. Et ce qui est fantastique, c'est que sa densité est si faible que lorsque les particules arrivent à une vitesse de 6 km/s, elles s'enfoncent dans l'aérogel sans se désagréger. Lorsqu'une particule percute l'aérogel, elle creuse un long tunnel conique appelé carotte. Lorsque la mission sera terminée, les scientifiques pourront récolter 1 millier ou plus de particules à l'extrémité des carottes pour les analyser, recueillant ainsi moins d'un centième de gramme de poussière cométaire. Pourquoi autant d'agitation pour une simple pincée de poussière? Les astronomes pensent depuis longtemps que les comètes contiennent des blocs de construction élémentaire restant de la formation du système solaire. Le projet Stardust pourra donc nous renseigner sur cette matière exotique qui a donné naissance aux planètes, aux lunes et à la vie. Dans notre région du système solaire, dans des endroits comme la Terre, on sait que le matériau a été grandement altéré. Il a été chauffé, compressé, etc. Si on prend un échantillon de Terre sur notre planète, on ignore de quelle manière il est apparenté au matériau d'origine dans la nébuleuse solaire. En revanche, les comètes ont été conservées à l'état de glace pendant la plus grande partie de l'existence du système solaire. Donc, quand une comète s'approche du Soleil et qu'elle perd de la matière, en fait, nous voyons des échantillons du matériau qui existait dans la nébuleuse solaire il y a 4,5 milliards d'années. Et n'oublions pas les photos. S'il n'y a pas trop de débris, l'appareil photo numérique compact de Stardust prendra une image du noyau de la comète Wild au moment où elle sera la plus proche. Pour l'instant, les scientifiques ne disposent que d'une seule séquence de photos d'un noyau de comète qui date de 1986, lorsque la sonde européenne Giotto a immortalisé la comète de Halley. Si cette image historique semble un peu floue, ce n'est guère surprenant quand on sait que la photo a été prise au milieu d'une sorte de tempête de poussière. On peut y voir un noyau en forme de cacahuète, bien plus gros que celui d'une comète moyenne, 16 km de diamètre environ. Et à la surprise générale, cette boule de glace s'est révélée avoir une surface noire comme du charbon. Stardust va tenter de prendre des photos bien plus détaillées, mais ce ne sera pas une tâche facile. À 280 millions de kilomètres du Soleil, la lumière est 3 fois plus faible que sur Terre, et malgré la présence de gaz lumineux qui forment la queue de la comète, le noyau lui-même a les propriétés réfléchissantes de la suie. Le 31 décembre 2003, les contrôleurs de la mission Stardust attendront sans doute pour fêter le Nouvel An que le rendez-vous spatial ait eu lieu 48 heures plus tard. Mais si Stardust réussit, l'équipe scientifique communiquera des images de la comète Wild où l'on pourra distinguer des structures de surface plus petites qu'une maison. Et la tension sera encore plus grande pour le retour de la sonde. Le 15 janvier 2006, Stardust repassera une dernière fois près de la Terre et éjectera une capsule de la taille d'une valise contenant l'aérogel et son chargement. Au centre de contrôle, l'anxiété sera à son comble lorsque la capsule entamera sa violente descente dans l'atmosphère terrestre à près de 45 000 km/h, soit plus d'1,5 fois la vitesse d'une navette spatiale revenant sur Terre. Un peu plus vite, et toute la poussière de comète partirait en fumée. Le résultat sera d'ailleurs le même si le parachute ne s'ouvre pas. Mais si tout se passe bien, la capsule atterrira doucement dans la neige sur une base d'entraînement de l'aviation américaine dans l'Utah. Enfin, les scientifiques auront une pincée d'authentique poussière cométaire à analyser. Elle sera étudiée à l'aide d'instruments 100 fois plus lourds et plus imposants que la sonde Stardust.
Il était impossible de faire rentrer de telles machines dans une fusée, et c'est pourquoi la mission a pris le contre-pied de la démarche classique qui consiste à étudier la cible entièrement dans l'espace. Pour une mission comme Stardust, en inversant le mode d'approche, on peut aller chercher les échantillons et les rapporter sur Terre. Et là, les scientifiques du monde entier, donc une communauté de chercheurs très importante, se serviront des meilleurs instruments de laboratoire partout dans le monde, dans des universités ou des institutions. On pourra utiliser des appareils très sophistiqués et très lourds comme des microscopes électroniques, entre autres, pour observer ces particules de très près. D'où proviennent les blocs de construction qui ont servi à fabriquer les planètes? Dans quel nid cosmique les systèmes solaires naissent-ils? La réponse se trouve peut-être dans un endroit lointain et magnifique, appelé la nébuleuse de l'Aigle. Stardust n'est qu'un début. Les agences spatiales américaines et européennes ont prévu au moins une douzaine de missions vers des astéroïdes et des comètes, dont certaines sont déjà en cours. Par exemple, la sonde Comet Nucleus Tour, ou Contour, sera lancée en juillet 2002. Ce minuscule vaisseau frôlera les noyaux de plusieurs comètes à partir de la fin de l'année 2003, lorsqu'il passera à moins de 100 km de la comète Encke. Encke, vous vous souvenez? C'est la comète qui a la période orbitale la plus courte, seulement 3,3 ans. Elle a été réchauffée par le Soleil à plusieurs reprises. Les astronomes auront donc l'occasion d'étudier des glaces cométaires ayant subi des transformations importantes. En 2005, dans le cadre d'une mission nommée Deep Impact, la NASA enverra un projectile de cuivre percuter la surface de la comète Tempel 1 à 30 000 km/h, creusant un cratère de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Lors de la pulvérisation du projectile, des tonnes de gaz et de poussière cométaire seront éjectées dans l'espace. Des instruments analyseront cette matière et des caméras enverront des images en direct de l'événement vers la Terre. L'Agence spatiale européenne prépare un ambitieux projet du nom de Rosetta, consistant à envoyer une sonde en orbite autour de la comète Virtanen en avril 2012. Un an plus tard, un module tripode tentera de se poser à la surface pour effectuer des carottages. En septembre 2013, Rosetta sera toujours en orbite autour de son hôte, lorsque la comète atteindra l'apogée de son activité sous l'effet du Soleil. Je pense que la raison de toutes ces missions vers des comètes, missions de survol, de rendez-vous et de collecte d'échantillons, c'est qu'on a compris que si on veut étudier le mélange à partir duquel le système solaire s'est formé, alors les comètes et les astéroïdes représentent les corps les plus primitifs et les moins transformés de ce processus de formation. Il y a aussi une conscience accrue du fait que ces choses nous tombent effectivement dessus de temps à autre, donc il est de notre intérêt de les surveiller. Et bien sûr, la troisième explication, c'est qu'au siècle prochain, quand nous commencerons à coloniser le système solaire intérieur, nous aurons besoin de métaux pour nos structures spatiales. Or, certains astéroïdes sont en fer massif. Il nous faudra de l'eau pour survivre, l'eau est nécessaire à la vie. Et il nous faudra de l'eau pour la décomposer en oxygène et en hydrogène pour le carburant des fusées. Or, les comètes sont à moitié composées d'eau. En plus, elles sont amusantes, faciles à atteindre. Elles ont tout pour elles. La matière dont les étoiles et les planètes sont composées est dispersée dans toute la galaxie. Dans les profondeurs de l'espace, d'énormes nuages de poussière et de gaz donnent naissance à des systèmes solaires entiers. Dans l'immense nébuleuse de l'Aigle, à 6000 années-lumière de la Terre, le télescope spatial Hubble a repéré des systèmes planétaires en formation. Des comètes y naissent également, et peut-être apporteront-elles un jour l'élixir de la vie à une planète nouvellement apparue. Il est possible que dans la Voie lactée, ce soit les comètes qui aient permis de produire sinon la vie, du moins les conditions favorables à son apparition. Or, si ces comètes sont à l'origine de la vie sur Terre, peut-être le sont-elles aussi ailleurs. Au minimum, les comètes symbolisent nos liens avec un univers qui semble pourtant lointain et inaccessible. Présage funeste ou merveille de la nature, les comètes ont une beauté inquiétante qui captive l'imagination des hommes depuis des milliers d'années. Et tous les 10 ans environ,
de nouvelles comètes brillantes viendront sans doute raviver cette fascination. Nous ne savons pas exactement quand ni à quelle distance elles passeront, mais il nous faudra saisir l'opportunité qu'elles nous offrent d'apprendre, ou nous pourrions le payer très cher. Après tout, la peur de l'inconnu est parfois justifiée. Les dinosaures en savent quelque chose.